Bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast direction les championnats du monde de ski. Pour tout vous dire, on s'est dit que on allait poursuivre le format inauguré de manière hebdomadaire avant les Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, on s'est dit que ce serait pas mal, pourquoi pas de le décliner de manière un petit peu plus ponctuelle avant des événements précis. Et en l'occurrence, hein, on a les mondiaux de ski qui arrivent très vite, donc l'occasion était parfaite et on peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous très vite pour un autre épisode dédié aux mondiaux de biathlon. J'ai à mes côtés une équipe de champions qui a fait les beaux jours de nos précédents numéros, en la personne de Sébastien Jante et de Luca Le Sueur. Salut les gars. Bonjour Victor, salut à tous. Salut Victor, salut tout le monde. Bon, ça vous fait quoi alors de remettre le couvert là? Ah ben ça ramène quelques souvenirs. C'est vrai que le podcast Direction les Jeux a été vraiment très très intéressant à faire pour préparer l'échéance olympique, mais l'avantage avec le sport, c'est qu'il y a toujours une autre échéance à préparer. Ouais, je suis bien content. C'est vrai que les JO, là, ça fait un petit moment que c'est fini, donc bien content de recommencer et de reprendre la petite routine. On va vite reprendre les petites habitudes. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on commence dès maintenant. Au programme, aujourd'hui, on va discuter du programme de ces mondiaux, des skieuses et des skieurs à suivre, et puis je vous propose de commencer directement en évoquant les chances françaises. Bon, on va pas se mentir, elles se sont vues considérablement réduites depuis les blessures de Cyprien Sarrazin et d'Alexis Pinturo, bien sûr. Tous les deux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir, mais on sait déjà que leur saison elle est terminée. On espère qu'ils vont revenir parce que je pense que vous l'avez vu passer ce tweet de Pinturo qui confirmait le diagnostic de sa blessure et puis qui était assez flou sur la suite, hein. Il s'est dit qu'il allait se poser les bonnes questions, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas dit qu'on le revoit. En tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai interprété ce post sur les réseaux sociaux. Et puis, Cyprien Sarrazin, on le suit depuis maintenant quelques semaines, en tout cas l'évolution de sa blessure. Et puis c'est vrai qu'une blessure de ce calibre-là, surtout à la tête et puis au cerveau, c'est jamais bon. Donc on espère déjà on lui souhaite en tout cas une très bonne récupération et puis on espère le revoir un jour sur les skis. À part ces deux hommes, parmi les blessés, on retrouve aussi Adrien Fresquet qui s'est blessé plus tôt dans la saison. Lui, c'était une fracture du tibia, il me semble. Blaise Guizendanner, les croisés. Et puis Florian Loriot, lui, il se remet d'une commotion cérébrale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense quand même que vous allez acquiescer si je dis que vous serez d'accord quant au fait qu'on a hypothéqué deux belles chances de médaille quand même, peut-être encore plus Cyprien que Alexis. Est-ce que ça vous inspire, vous, à l'approche de ces mondiaux? Seb, si tu veux commencer. Oui, oui, c'est vrai que Cyprien était pas dans une aussi grande forme que l'hiver dernier. Clairement, mais malgré tout, ça restait amplement suffisant pour viser le podium et en descente et en super G. Euh, derrière, bien sûr, Marco Dermat qui restera le grand favori des trois courses auxquelles il sera aligné. Maintenant, c'est vrai que c'est une double chance de médaille qui s'en va pour Cyprien. Je pense que la priorité pour lui maintenant, c'est d'abord de se relancer dans ce qui est quotidien avant de retrouver les skis. Pour Alexis, c'est un peu plus confus parce que on ne sait pas vraiment si c'était une vraie chance de médaille, surtout avec le combiné dont il était tenant du titre qui avait disparu en format individuel. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même une grosse perte, un coureur solide d'expérience qui, sur un grand jour, aurait pu sortir une grosse manche et aller tutoyer, pousser, chercher la médaille éventuellement. Donc, c'était pas une très grosse chance de médaille, mais ça a été quand même une du par son vécu et de par son palmarès, on va dire, simplement. Ah je suis d'accord avec ton analyse et puis, après il y a un autre truc avec Alexis Pinturo, c'est qu'il s'est blessé très gravement, l'hiver dernier alors qu'il était en pleine reconversion vers la vitesse. Donc finalement, on ne sait pas, sans cette blessure, quel aurait été son niveau pour une deuxième saison en vitesse, cette saison. Donc possiblement qu'effectivement, on l'a déjà vu à l'aise sur des super G aussi. Ça aurait peut-être aussi été une belle carte sur cette épreuve, qui manque cruellement de densité chez les Français en ce moment. Lucas, toi, ton ressenti là-dessus, c'est quoi? Bah là, ouais, c'est compliqué. En plus, enfin Alexis quand même, qui a 33 ans, là, on sait pas trop ce que ça va donner pour la suite. Est-ce qu'il va revenir,
pour essayer de rempiler sur une dernière année au JO. Ça me semble un peu compliqué parce que ça va demander du temps de récupération, de blessures, se remettre à pied et ensuite de reprendre l'entraînement. Ça va être très compliqué, franchement. Et puis pour l'ensemble de l'équipe, c'est vrai que c'est une grosse perte parce que c'était quand même un leader dans cette équipe, même il avait plus les résultats d'antan. Ça restait un leader de par son expérience, donc ça fait très mal à l'équipe quand même. Et puis tu parles des Jeux Olympiques là dans un an à peine. C'est vrai qu'on s'était fait une réflexion entre nous plus tôt. D'un côté, on pense pas que, on est tous les trois d'accord, mais on est d'accord pour dire que il n'est pas du genre à se dire bon bah je vais reprendre, je vais rempiler pour les Jeux, si c'est pas pour performer. Enfin, il a plus rien à prouver. Mais d'un autre côté, sortir, arrêter une carrière sur une blessure, c'est triste pour un champion comme lui. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu les deux perspectives qui s'entremêlent. On va voir, on va rester attentif. De toute façon, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais on espère le revoir quand même. Maintenant, vas-y Seb, tu veux rajouter quelque chose? Oui, le fait est que le titre olympique est quand même le seul titre qui manque à la carrière d'Alexis Pinturo, qui a été champion du monde, qui a gagné le classement général de la Coupe du Monde. Et donc forcément, ce passage en vitesse qui a été décidé était forcément dans cette stratégie-là. Le géant est vraiment une discipline qui est devenue incroyablement dense. Et a fortiori le slalom dans lequel il a déjà brillé à haut niveau, il a déjà gagné des slaloms en Coupe du Monde. Mais ces deux disciplines sont devenues incroyablement denses et ça lui laissait peu d'espoir quand même de participer et de concourir pour la médaille au JO. Le passage en vitesse a été, je pense, pour moi, décidé dans un but de viser ce titre sur un bon coup, sur le Super G, qui était clairement, je pense, la meilleure discipline pour lui. Si je pense qu'effectivement, s'il reprend pas, s'il s'estime pas capable de reprendre pour jouer une grosse performance aux Jeux Olympiques, il est quand même peu probable qu'on le revoie, surtout vu le message qui a été laissé. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de dire que il n'a pas encore de titre olympique à son palmarès et que ça pouvait aussi jouer. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, tu me fais une belle passe décisive parce que tu as évoqué le slalom et puis la densité en slalom. C'est vrai que quand on regarde le top 7 à la WCSL, c'est assez fou. Et même quand on va un peu au-delà, parce que quand tu vois que Steven Amier ou Lucas enfin Pinheiro Braten maintenant, sont dans les 15 mais pas dans les 7, ça laisse rêveur. Je voulais parler, puisqu'on est sur les chances françaises, forcément de Clément Noël qui sera bah, l'attraction côté équipe de France, évidemment sur le slalom. Euh, Est-ce que on va y aller franco, hein, on va dire les choses. Est-ce que vous le pensez capable de surfer là sur la vague et d'être champion du monde? Oui, bah, de toute façon, on sait Clément Noël quand il sort pas, parce que c'est ce qui peut lui arriver parfois, c'est le meilleur slalomeur du monde. Donc il y a aucun doute là-dessus. Euh, Ses performances en ce moment sont très bonnes. Il a enchaîné les victoires, il a repris le dossard de leader de la discipline. Il a juste à, enfin, si on peut dire ça comme ça, juste à faire son ski. Et le podium, il est là quand il y a le ski qui est présent. Après, encore une fois, il y a l'aspect mental. Il va arriver en favori, donc ça va apporter une pression supplémentaire. Mais, mais s'il répond présent, de toute façon, ça fait podium. Donc, à voir ce que ça va donner. Oui, 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 tout à fait. Maintenant, c'est vrai que pour son malheur, on va dire, c'est peut-être lui qui a c'est la principale chance de médaille française, comme on peut le dire sans problème. Mais il est surtout sur la discipline sans doute la plus dense des quatre en termes de talent. En termes de talent, on l'a vu sur les derniers slaloms, il y a beaucoup de monde qui est capable de concourir. Même quelqu'un comme Steven Amier, qui pourtant est loin à qui est loin à la WSL, qui est en dehors du top 10, euh, peut jouer des podiums à chaque course. Donc c'est compliqué effectivement de le voir aborder ce slalom des championnats du monde, où il va tout jouer sur une course, bien sûr, parce que là, contrairement, il fera pas de géant, clairement, et avec une étiquette de favori énorme, puisqu'il a remporté la moitié des slaloms de la saison.
c'est le point négatif, on va dire, qui est assez paradoxal par rapport à la magnifique saison qu'il est en train de réaliser. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu injuste de se dire il semble tellement dominateur sur la saison actuelle. Quand il arrive en bas, 4 victoires pour l'instant. Alors pour tout vous dire, on est en train d'enregistrer entre les deux manches du slalom de Schladming, donc on ne sait pas ce dont sera fait la deuxième manche. Mais le bilan, il est exceptionnel jusqu'à présent. Maintenant, voilà, c'est vrai que lui, au contraire de gars comme, on parlait de Pinturo tout à l'heure, dans les années, au cours des années précédentes, ou même des gars comme Christophersen, il sera sur une seule discipline. Et jouer sa saison sur une course, alors j'extrapole un petit peu parce que bien sûr qu'il va pas cracher sur un globe de cristal, on est bien d'accord, mais forcément aux yeux du grand public, le globe de cristal c'est secondaire à côté d'un titre mondial. On est sur des championnats du monde qui en règle générale sont aussi diffusés en clair contrairement à la Coupe du Monde. Donc il y a cette pression peut-être supplémentaire. Maintenant, on a cette chance côté français d'avoir une belle densité en slalom. On se rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. On a connu des heures un petit peu plus difficiles à la fin des années 2010. Donc nous, on va en profiter, bien sûr. Et puis tu évoquais Steven Amier. Lui, il tourne autour d'un premier podium. Alors on verra, hein, parce que la deuxième manche de Schladming, peut-être que il l'aura eu d'ici là, son podium, même s'il part un petit peu loin, avec une piste en bon état, on ne sait jamais. Donc il tourne autour de son premier podium. Il y a Paco Raça aussi qui lui se rapproche des 15. Il avait fait avant ce slalom 5 top 15 en 7 slaloms cette saison. Et puis il a fait son premier top 10 à Wengen. Et puis il faut pas l'oublier, je pense pas qu'il pourra jouer tout devant, mais Victor Mufajandé, quel plaisir de le revoir de retour en deuxième manche après une longue période de galère. Là, depuis Val d'Isère, il reste sur 4 top 20, donc c'est une belle dynamique. Bien sûr qu'il n'est pas encore dans le top 10 ni dans le top 5, mais on peut déjà se réjouir de le voir à ce niveau. Parmi les trois là, euh, alors, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est Steven Amier qui donne le plus de gages de réussite, et encore que la régularité n'est pas au rendez-vous. Mais quel est lequel des trois vous excite le plus à l'idée de le voir skier à Salbach dans quelques semaines? Oh, Paco Raça, sans problème, ouais, je pense. La marque de la progression est quand même très très importante, et c'est quelque chose qui est toujours sympathique à regarder quand on regarde les slaloms tous les dimanches, et que un slalom on le voit 26e et le suivant on le voit 22e, et après il craque le top 20 et après il craque le top 15 et il devient régulier à ce niveau. C'est comme ça que des carrières se lancent. Donc effectivement, sur l'élan et en ayant strictement rien à perdre, puisque toute la pression sera sur les épaules de Clément Doel et à un degré moindre de Steven Amier, ça peut être une très 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 belle surprise. Pour un podium, il ne faut pas non plus voir l'impossible partout, mais pour un top 10 aux mondiaux, par exemple, ouais, ça, je pense qu'il y a largement les moyens. Lucas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis assez d'accord avec Seb. De manière générale, il est très excitant ce slalom. Après, j'avoue que la façon de skier de Steven Amier, moi j'adore. Bon, c'est toujours à la limite de toute façon. En slalom, de manière générale, c'est à la limite, mais lui, il a ce degré de plus où il fonce, peu importe comment le slalom est tracé. Alors ça sort souvent, ça échoue souvent, c'est bien pour ça qu'il passe pour l'instant autour du podium. Mais justement, le voir le faire son premier podium aux mondiaux, ce serait vraiment un gros kiff. Ouais, ce serait magnifique. Et puis, il fait partie un peu de cette catégorie de slalomeurs pour qui c'est un peu ça passe ou ça casse. Ou il arrive en bas et ça claque un gros résultat, ou alors il est dehors en première ou en deuxième manche. Donc il y a ce côté. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des slalomeurs, beaucoup de slalomeurs qui ont eu ce problème de régularité-là en début de carrière. Et ça se corrige, ça se travaille. Si on fait le parallèle aussi avec le biathlon,
Si on remonte quelques saisons en arrière, sur ses premières saisons, Justine Brezaz, au tir, c'était catastrophique. Et pourtant, elle est devenue championne du monde. Enfin, elle empile les titres. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent se travailler. Manuel Feller aussi, et si on revient sur le slalom, bon, bah, les premières saisons, c'était compliqué de le voir arriver en bas. Il a su travailler ça. Bon, il fait encore du Feller de temps en temps, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on peut lui souhaiter de stabiliser son ski. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, Seb, sur Paco Raça et puis sur les surprises, on a toujours des surprises sur les mondiaux. Je suis pas en train de dire non plus qui sera podium, mais moi, quand tu parlais, j'ai pensé tout de suite à quelque chose. Je me suis rappelé de Steve Missili au jeu et je me suis dit, bah, à l'époque, il n'était pas favori, et pourtant ça l'a fait. Alors, c'était sur le géant. Mais bon, voilà. Déjà un top 10, ce sera déjà une très belle perf. Maintenant, on verra de quoi sera fait la suite. Si on parle un peu de la vitesse, pour l'instant, on reste un peu sur les hommes. Nils Allègre, on a notre meilleure carte, hein, mais, euh, mais on peut pas le placer comme un favori, bien sûr. Il a quand même cette particularité l'an dernier d'être entré dans le cercle des vainqueurs en Coupe du Monde, en gagnant le Super G de Garmisch. Cette saison, il est quand même régulier. On a 5 top 10, dont une quatrième place à Val Gardena. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de la course, mais il est à un centième du podium et puis à 2 centièmes de la deuxième place. Il est huitième au général. Qu'est-ce que vous en pensez de Nils Allègre? Nice Allègre, le problème, on va dire, c'est que la saison est mi-figue, mi-raisin. Il y a eu des top 10, il y a eu quelques bonnes perfs et il y a eu des occasions manquées. Et c'est vu comment l'équipe de vitesse a été dépeuplée par les différentes blessures sur ces dernières semaines, ça apparaît bien évidemment comme le nez au vigné de la figure que ce sera la principale chance française. Maintenant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour dans les autres nations qui a progressé en termes de résultats, les Suisses bien sûr, mais pas que. Et c'est quelque chose qui maintenant nous fait dire que si on voit Nils Allègre dans le top 10 de la descente du Super G, on sera satisfait. C'est quand même un peu triste de raisonner comme ça. D'autant plus les dernières saisons qu'on a vécues en vitesse, notamment la dernière avec Cyprien Sarrazin. Se réjouir d'un top 10, c'est presque triste. Mais bon, voilà. Au moins, on peut dire une chose, c'est que on pourra avoir qu'une bonne surprise, hein. On sait le niveau des autres pays, on en parlera tout à l'heure. Donc bon, si on a un bon résultat, on pourra s'en réjouir. Lucas, je pensais aussi dans les autres cartouches françaises. Dis-moi ce que t'en penses, mais on a vu Maxence Musaton faire une superbe descente sur la Streif. Il a fini 7ème à Kitzbühel, 14e à Wengen, donc il est sur une bonne dynamique. Après, si on relativise un peu tout ça, l'an dernier à Kitz, il était déjà 5ème, donc c'est une piste qui lui réussit. À voir s'il peut performer maintenant sur d'autres pistes ici comme à Salbark. Je sais pas ce que t'en penses, toi, ou si t'as un autre nom, en tout cas en vitesse. Moi, j'avais mis Maxence Musaton dans les potentielles surprises. Je l'aurais pas mis en début de saison parce que c'était quand même compliqué. Il a fait des perfs bien en cela de ce qu'il peut espérer avec des podiums, enfin des places, pardon, au-delà de la 40e place. Wengen, il fait une belle course. Il en manque toujours un peu, en fait. Et c'est un peu à l'image de l'équipe depuis qu'il n'y a plus Blaise et Cyprien. C'est propre, mais je trouve ça toujours un peu gentil. Et quand ça prend un peu de risque, il y a souvent l'erreur de trop. Mais sur une course, Maxence Musaton, il peut faire un très beau résultat. Là, à Kitzbühel, on ne l'attendait pas forcément faire un top 10 et pourtant il le sort. Donc certes, c'est une piste qu'il aime bien, mais si l'Autriche lui réussit, on espère qu'au mondiaux à Salbar, ça va passer pour lui. Ouais, ben on verra bien après. Au niveau des autres cartes françaises, on aura Adrien Théo, bien sûr. Bon, c'est plus le Adri d'il y a quelques saisons, mais c'est toujours bien de le voir porter le dossard, un dossard de l'équipe de France et puis un dossard en Coupe du Monde et en Championnat du Monde. Euh, on aura aussi Mathieu Bailey, bien sûr. Et puis après, il faudra voir aussi les Alphans. On n'a pas encore la sélection en détail. Sur le Super G, on aurait pu penser à Florian Loriot. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de sa commotion, mais pour le coup, c'est un pur spécialiste de Super G.
Donc on verra ce que ça va donner. Et puis on a quelques petits jeunes qui arrivent aussi. Maintenant, on sait bien que la vitesse, hein, c'est une discipline où on est bon. En tout cas, plus on vieillit, mieux on performe. Donc c'est une discipline à maturité tardive, à part évidemment quelques exceptions. Mais bon, à suivre en tout cas. On n'a pas parlé, toujours pour évoquer les messieurs, on n'a pas parlé du géant. Le géant, bon, bah là, c'est pas le géant il y a quelques saisons, hein, côté français. Donc ça va. Enfin, l'état des lieux, il est assez facile à faire. C'est qu'on a un podium en Coupe du Monde, Léo Angno, et puis derrière, rien, rien. C'est assez rare pour être souligné. On va parler de Léo Angno simplement, mais est-ce que vous le voyez réitérer une telle performance sur le géant des mondiaux, ou est-ce que, pour l'heure en tout cas, son podium plus tôt dans la saison est un épiphénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, son podium est une étape dans la construction d'une carrière qui est, comment dire, qui est encore loin d'être arrivé à son but, quoi, on va dire. On a été tous surpris de le voir monter sur le podium. Vraiment, il a saisi une super opportunité et c'est génial. Mais derrière, il y a quand même trois do not finish d'affilée et une 15e place pour meilleur résultat. Donc c'est vrai que c'est compliqué de l'imaginer ressurgir à ce moment-là. Il a dû subir une pression forcément du fait de cette performance qui était inattendue et qui était magnifique. Et donc logiquement, il a eu du mal à l'évacuer. Maintenant, c'est aussi comme ça qu'on construit une carrière. Donc il sera au départ, ce sera la meilleure carte française parce qu'il n'y a que lui qui a réalisé un bon résultat cette année en Coupe du Monde. Mais je ne pense pas qu'il faille en attendre ces merveilles sur ces mondiaux. Je te rejoins. En vrai, je partage ton analyse complètement. Simplement pour préciser, effectivement, il y a 3 do not finish et puis il y a aussi une non-qualification. Mais sur ces 4 courses, il y a quand même 3 slaloms qui n'est pas sa spécialité première. Donc ça permet aussi de relativiser. C'est vrai qu'on l'a peu vu sur le géant depuis, parce que bah, le mois de janvier, il rime surtout avec les slaloms, il y a beaucoup moins de géants. Mais ouais, il est en pleine progression. Et puis on se doute en tout cas que lui, il est plutôt programmé pour performer dans les saisons à venir. Il est déjà au niveau, enfin il a déjà un niveau très très solide. De toute façon, pour monter sur un podium en géant, il faut avoir un niveau très solide. Mais on attend davantage de régularité dans les résultats dans les saisons qui arrivent. Si on dit un mot sur les Françaises, bon, ça fait un moment que c'est compliqué, on va pas se mentir, hein, le ski, le niveau du ski chez les femmes, il est compliqué, d'autant plus qu'il y a eu des retraites récentes de femmes qui étaient montées sur des podiums, soit sur des mondiaux, soit sur des Coupes du Monde. Évidemment, Tessa Worley, mais même on peut parler aussi de Nastasia Noens. Il y avait Coralie Frassombé aussi qui a pris sa retraite il y a peu. Donc on cherche une nouvelle génération. En tout cas en technique, cette génération, elle arrive petit à petit. En tout cas, moi, je suis je suis content de voir ça, de voir une belle densité, une densité qui pour l'instant a du mal encore à jouer les top 10, encore que. Mais si on se rappelle d'il y a quelques saisons, quand on remonte dans le passé, à part Nasta Nuens, derrière, il n'y avait personne, en tout cas en slalom. Là, chez les slalomeuses, on a 5 femmes, 5-6 femmes qui se disputent les places en Coupe du Monde. En géant, bon, bah, on a Clara Dires qui est un petit peu plus seule pour l'instant. Derrière, c'est encore un petit peu loin. Mais cette émulation, qu'est-ce que vous en pensez? On en avait parlé en début de saison avec Caitlin McFarlane et puis Chiara Pogno. Elle nous disait que c'était vraiment une émulation qui était très saine, qu'il y avait une très bonne ambiance dans le groupe. Jusqu'où vous voyez l'une de ces femmes grimper dans la hiérarchie? C'est difficile parce que le slalom, là aussi, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la hiérarchie mondiale sur le slalom féminin. Et les Françaises n'ont pas réussi à se glisser un petit peu dans l'ouverture à un moment donné où c'était peut-être possible. On a vu des bonnes choses et on a vu surtout l'incapacité souvent à sortir deux belles manches. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est quand même rédhibitoire. Pour les mondiaux, il y a des Françaises qui vont arriver avec l'objectif de rentrer en seconde manche. Peut-être que quelqu'un comme Marie Lamure,
qui avec les résultats qu'elle a eu cette saison en slalom, peut prétendre à mieux que ça, je pense. Mais d'une manière générale, beaucoup d'espoir sur le ski féminin français en général. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui n'ont pas été suivis d'effets, malheureusement. On espère que ce serait sur les mondiaux, mais il faut rester quand même, faut tempérer un petit peu ses attentes au niveau de la réussite des Françaises. Alors il y a un truc quand même, c'est qu'avec la limitation du nombre de quotas par pays et puis, le fait qu'on va avoir aux mondiaux des pays plus exotiques qu'on voit pas sur le circuit de coupe du monde, le top 10 il est peut-être plus facile qu'en coupe du monde. Donc effectivement, ça peut être une possibilité. Après la deuxième manche, elles y auront toutes droit, à condition évidemment d'arriver en bas de la première puisque, elles s'élanceront, si elles sont pas dans le top 30, elles s'élanceront après le passage de la première manche, donc elles y auront le droit. Effectivement, la probabilité d'une remontée étant minime à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est plus simple, à mon sens en tout cas, de faire top 10 sur des mondiaux que sur une épreuve de Coupe du Monde. Tu as parlé de Marie Lamure, on peut parler de Chiara Pogno qui était bien remontée à la WCSL en début de saison, il me semble, là qui est redescendue un petit peu. Et puis sinon, on a Clarisse Brech, c'est bien de citer leur nom, on a parlé de Caitlin McFarlane, Chevrier aussi. Et puis Dorian Escanier, à mon avis, elle fera pas les mondiaux. Enfin, on n'a pas la sélection encore. Mais, mais voilà, on a en tout cas quelques beaux motifs d'espoir pour l'avenir. Même si tu l'as dit, la discipline, elle s'est tellement densifiée quand tu vois des femmes comme Srinka Ljutic, enfin, ou même Lara Colturi, c'est beau, c'est beau. Ça fait peur d'un côté, mais elles ont l'ambition d'aller rivaliser, quoi qu'il arrive. En vitesse, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut dire un mot sur la vitesse, sachant que bon bah là ça relève de l'exploit, on va pas se mentir. Qu'est-ce que t'en penses, Luca? Ouais, bah, la vitesse, là, c'est un peu le désert. Enfin, c'est très compliqué, quoi, chez les filles. Un top 10, clairement, ce serait un exploit. Il y a besoin d'un renouveau dans cette équipe de vitesse. Sur chaque course, on a envie d'y croire, on espère, mais sur la piste, il se passe rien. Il doit forcément y avoir de l'envie dans cette équipe, mais là, cette saison, il manque une étincelle ou même une leader, je pense, qui pourrait un peu amener une émulsion. Et comme personne perf réellement, bah, il y a pas d'élan. Après, pour autant, elles ont des qualités, mais il y a Laura Gaucher qui a des gros soucis de haut genou et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis, après Romain Miradoli qui est quand même plus sur une fin de carrière et puis, Karen Clément et Camille Cerruti qui arrivent pas à démarrer complètement, quoi. Donc, ouais, c'est très compliqué et le top 10 serait la plus belle des choses à envisager. Un podium, ça paraît impossible. Ouais, ouais, totalement. Et puis en plus, c'est tout à fait dommageable de voir que la vitesse qui a ramené les derniers succès féminins français en Coupe du Monde, hein, c'est Roman Miradoli qui avait gagné le Super G de l'NCAA 2, je crois, en 2022. C'est quand même tout à fait regrettable que cet élan n'ait pas perduré pour des raisons qu'on ne sait pas vraiment au final qui s'est passé pour cette baisse de performance de l'équipe de France de vitesse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les chances des Français et des Françaises. Si on dit un petit mot sur le format de ces mondiaux, bon bah on va retrouver les disciplines classiques du calendrier, hein, je vous fais pas un schéma. Mais il y a deux points à souligner quand même. On va avoir la présence d'un parallèle par équipe mixte. On le connaît déjà, mais c'est vrai qu'on le voit pas sur le circuit de la Coupe du Monde. Et puis l'introduction d'une nouvelle épreuve, le combiné par équipe. Alors, coup de cœur ou coup de gueule, moi, vos avis m'intéressent. J'ai mon petit avis aussi. Et puis j'ai fait une petite analyse. J'essaierai de vous expliquer ce que j'en pense. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, ça a sa place? Est-ce que ça fait sens de les disputer qu'une fois par an? Est-ce que c'est que pour le show? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que vous regrettez bien sûr la disparition du combiné? Personnellement, je ne regrette pas la disparition du combiné, qui est
si la FIS avait voulu faire quelque chose du combiné et en mettre sur le circuit Coupe du Monde, elle l'aurait fait. C'était le cas à une époque. Elle l'a enlevé pour le laisser uniquement aux mondiaux, donc il faisait aucun doute que ça allait disparaître à un moment donné. Maintenant, je trouve l'idée du combiné par équipe intéressante, personnellement. Là où je ne comprends pas, c'est d'avoir quand même laissé une épreuve mixte à côté. Combiné hommes, combiné femmes par équipe, ça permet d'exploiter la puissance, la densité d'une nation. C'est tout à fait envisageable de voir les choses comme ça et de se dire que c'est peut-être une bonne nouveauté qui donne un petit coup d'accélérateur aux mondiaux, mais dans ce cas-là, l'épreuve mixte n'avait clairement plus de sens ici. Rajouter des épreuves pour rajouter des épreuves, ça n'a jamais été quelque chose, moi, qui personnellement m'intéresse. Luca? Ouais, moi je partage l'analyse en fait. L'idée me paraît plutôt intéressante, mais je vois pas l'intérêt d'avoir les 2, d'avoir le combiné, par équipe et aussi le parallèle par équipe mixte. Surtout que le parallèle par équipe mixte, ça fait quand même un moment que c'est critiqué, puis que c'est souvent aussi déserté par les meilleurs. Donc moi je l'aurais à la limite mis que le combiné par équipe. Après j'ai toujours du mal à comprendre le principe de mettre ça qu'aux mondiaux. Ça fait clairement, le show, c'est sûr, mais ça se joue sur, c'est une médaille un peu qui se joue sur, je sais pas comment expliquer ça, mais sur un coup et puis après on n'en entend plus parler, quoi. Mais dans l'idée, moi j'aime bien les épreuves par équipe, j'adore le combiné, donc l'idée me paraît bien et j'aurais laissé que ça. Personnellement, voilà. Moi, je te rejoins complètement, hein. J'aurais supprimé le combiné par équipe, le parallèle par équipe, pardon, et gardé le combiné par équipe. Au contraire de toi, Seb, moi j'aimais beaucoup le combiné. Je regrette un peu sa disparition progressive du calendrier. C'est dommage, maintenant c'est comme ça. Si on regarde un petit peu le programme de ces mondiaux, justement, je crois que c'est la première fois. J'ai pas le souvenir sur les précédentes éditions, mais là, le parallèle par équipe sera placé le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc au pire des cas, bon, on le fait et on n'en parle plus. Mais même, je pense que c'est presque un aveu d'impuissance ou de faiblesse de le placer à ce moment-là, à un moment donné où finalement la hype sur ces mondiaux, elle sera pas encore à son paroxysme. Si je parle un petit peu du combiné par équipe, et qu'on explique un petit peu le format, on va avoir 4 équipes. Je suis allé farfouiller les PDF de la FIS. On va avoir 4 équipes par nation maximum, donc on n'aura pas une équipe de France, on pourra potentiellement en avoir 2 ou 3. Le point positif, c'est que, et ça pour moi c'est hyper important, on a le retour du classement inversé en deuxième manche, qui avait disparu ces dernières années en individuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la disparition du classement inversé, bah en fait, ça a enlevé presque tout le suspense après quelques dossards. Et là, avec le retour du classement inversé, on peut avoir quelques surprises. Imaginez par exemple, prenons l'exemple de la Suède, un gars comme Félix Monsen, qui terminerait loin par rapport au cadre de la descente. Bon, si tant est qu'il participe. Je sais pas, imaginez qu'il part avec, enfin, il termine à 1 seconde et demie du premier de la descente, d'un Suisse. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un Christopher Jacobsen dans les premiers dossards en deuxième manche et là avoir une sacrée remontée et avoir un gros suspense sur l'intégralité de la deuxième manche. Moi, ça, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie. C'est quelque chose que j'adorais au départ sur le combiné. Euh, bon, avec évidemment les descendeurs sur le slalom, ça crée des situations un petit peu farfelues, 1, 2, 3, rocambolesques. Mais là, sans les descendeurs sur le slalom, ça peut donner quelque chose de pas mal. Et puis même, alors, on peut faire les choses dans le sens inverse. Prenez la Slovénie, un Miarobat qui finit en tête de la descente. Bah derrière, la question c'est de savoir est-ce que la Slovénie va tenir, parce qu'ils n'ont pas de grands slalomers. Donc c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, me hype pas mal. Euh, Si on s'intéresse également sur les grands noms à suivre, j'aimerais bien avoir vos retours de skieurs ou de skieuses pour qui vous allez avoir une certaine attention, des gars ou des femmes qui vont marquer ces mondiaux. Si je me permets de commencer, évidemment, alors on pourrait dire un mot sur Odermatt. Je pense que vous allez en dire
quelques-uns parce que il y a tellement de choses à dire. Mais en règle générale, à mon sens, la Suisse, elle se présente avec une véritable armada. Odermatt, évidemment. En descente, on a Van Almen, Franjo Van Almen, Monet, Rogentin, Murisier. On a tellement de noms chez les Suisses qui peuvent performer, qui peuvent claquer une médaille, un titre, une médaille d'argent, une médaille de bronze, un triplé, on ne sait pas. Euh, Prenez cette donnée, on a 4 des 5 premières places au classement de la descente masculine qui sont occupées par un Suisse. Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 noms que je viens de vous citer? Est-ce qu'il y en a un, deux ou trois que vous voyez sur le podium? Oh ben c'est sûr que comment dire, si on met Odermatt à part, qui sera forcément favori de n'importe quelle épreuve à laquelle il se présentera, la montée en puissance récente de Franjo Van Almen est quand même quelque chose d'assez incroyable. Cette capacité à sortir des skieurs jeunes, talentueux, c'est quand même ça le plus impressionnant. Parce que la densité c'est bien si ça gagne. Et eux, ils ont la densité et ça gagne. Donc oui, Franjo Van Almen, je suis très curieux de le voir sur la descente. Notamment parce que pour moi, ça pourrait même battre Odermatt sur la descente, clairement. Ça l'a déjà fait sur le Super G, donc ce sera quand même très très intéressant. C'est dommage que ce soit un duel 100% suisse, on va dire, et qu'il y a peut-être peu de nations qui puissent se mêler à ça, étant donné que Vincent Kriechmayr est quand même un petit peu en difficulté, même s'il a fait quelques podiums, et qu'il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui peut jouer la gagne sur la descente. Il faudra quand même surveiller les outsiders, comme les Canadiens et les Américains, mais ça reste, je pense, un peu loin du compte. Ouais, t'as mis un Robat aussi qui se rapproche du podium. Je pense pas que ça jouera la gagne, mais sur ses dernières courses, il est pas loin à chaque fois, donc il tourne autour. À voir quand est-ce que ça va tomber, parce que pour moi, il y a un moment ou un autre, il va faire podium. Toi, Lucas, tu penses quoi de cette armada suisse? Est-ce que tu rejoins Seb, ou est-ce que tu as un autre nom que tu mettrais sur le podium pour la vitesse, que ce soit la descente ou le super G? Oh bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent c'est qu'ils viennent et qu'ils peuvent clairement viser un triplé, ce qui serait fou. Après, faut pas oublier les Canadiens, quand même, Cameron Alexander et James Crawford, pardon, qui restent quand même costauds. Après, ouais, en vrai, j'ai quand même du mal à voir. Moi, je vois au moins deux Suisses sur le podium. Marco Odermatt, j'ai du mal à pas le voir premier, et Franjo Van Almen, qui clairement, là, sa saison, elle est folle, et ça va être hyper intéressant à suivre de voir comment il va se débrouiller sur des mondiaux cette fois. Donc, hâte de voir ça. Alex Simonet aussi, j'aime beaucoup le ski qu'il propose. Donc, en tout cas, ça va être hyper intéressant à suivre, et en espérant que d'autres nations viennent quand même les concurrencer parce qu'ils arrivent en gros, gros favoris. Ouais, c'est fou de se dire que tu perds Beat Feuz il y a quelques temps et puis que derrière, tu en as un, 2, 3, 4, 5 qui arrivent, qui émergent. C'est génial pour la Suisse. Après, c'est aussi un peu triste pour le spectacle parce que on aimait bien aussi avoir cette émulation entre nations. Les Norvégiens, ils sont plus là. Il y a plus de Svindal, de Jens Ruud, Kilde qui est blessé. L'Italie, c'est plus ce que c'était aussi. La France, bon bah la blessure de Cyprien Sarrazin, donc c'est un peu dommage que ça vire au championnat suisse. Maintenant, bah, c'est aussi la loi du sport, hein. Bon, écoutez. Chez les femmes, je pense que une des stars de ces mondiaux, en tout cas, moi je mettrais bien Federica Brignone. Euh, elle fait une sacrée saison, mine de rien. Est-ce que vous voyez des femmes capables de rivaliser? Oui, 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 quand même, parce que il y a eu Brignone est une athlète quand même incroyable qui semble monter en puissance. Mais même si elle est en tête de la Coupe du Monde et que ce serait quand même une grosse performance, il y a quand même beaucoup de monde qui est capable de la contrarier. Bien sûr, on pense à Sofia Goggia parce que ça reste une référence en matière de vitesse, mais il y a beaucoup de coureuses qui ont montré leur qualité, on va dire, cette saison. Si vraiment l'épreuve la plus disputée, ça pourrait être le géant quand même, entre Sarah Hector et Alice Robinson, Lara Gut. Il y a quand même beaucoup de monde. Je
pense que c'est l'épreuve sur laquelle Brignone aura le plus de mal, parce qu'elle a prouvé en vitesse quand même qu'elle était là et qu'elle pouvait répondre présent sur des pistes compliquées, sur des pistes comme Cortina, qui est des temples de la vitesse, ou Garmisch, où elle a raflé une victoire à chaque fois. Donc, Brignone se présentera en favorite sur 3 épreuves. Descente super géant, c'est mérité. Mais ça reste quand même très très compliqué de l'imaginer faire un triplé, par exemple. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi, je voulais parler, bon, c'est principalement en vitesse, parce qu'on parlait de Federica Brignone, de Sofia Goggia, mais de l'émulation, cette fois je sors le bon mot, de l'équipe italienne, qui globalement fait une saison incroyable. Là, en ce moment, moi, suivre les descentes et les super G chez les dames, c'est hyper intéressant. Quand on voit Laura Pirovano, Marta Bassino un peu moins, mais on la voit quand même, et puis Curtoni. Pirovano qui est passé à un rien du podium à Saint-Anton. L'équipe italienne, vraiment, elle est en feu sur la vitesse. Et franchement, c'est un plaisir à voir. Puis le duel Brignone-Goggia est hyper excitant, surtout que même entre elles, il y a un petit jeu qui se crée. Ça fait un moment de toute façon, mais c'est hyper beau à voir. Et puis, moi, j'ai hâte de voir Lara Berami, notamment sur le Super G, parce que là, elle vient de claquer sa première victoire. Et je pense que sur le Super G, moi, c'est elle que je placerai favorite. Je la vois arriver vraiment en forme sur ces mondiaux. Ok, ok, c'est bien noté. On arrive bientôt au terme là de notre podcast. J'ai deux petites questions à vous poser très rapidement. On a parlé de la vitesse et du géant chez les femmes. Très vite là, comme ça, votre favorite sur le slalom. Oh, alors là, euh, disons que moi, ma favorite quand même, ce sera celle qui est la plus régulière, je pense. Je dirais, ouais, ma favorite, c'est Wendy Holdener. Allez, on va le dire comme ça, parce que effectivement, Camille Rast et Dina Kalutic sont une révélation de la saison, sans l'ombre d'un doute. Mais on tient quand même une skieuse d'expérience qui a déjà prouvé au niveau et qui a pu prouver notamment, on va dire, que la pression des grands championnats, avec le nombre de médailles qu'elle a pu accumuler au cours des années, elle n'avait aucunement peur. Donc, Wendy Holdener, favorite du slalom. Ouais. Moi, je vais dire, pour la jeunesse, je vais dire Zrinka Ljutic, que j'aime en plus voir skier. Donc, ouais, la concurrence, elle est folle en slalom aussi. Parce que les Nadure, elle pourrait bien sortir son épingle du jeu, mais je vais rester sur Zrinka Ljutic. Ouais, Lena Dure, c'est vrai qu'elle a un peu de mal là. Elle tourne autour, mais il y a aussi quelques belles désillusions à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que Zrinka Lutic, je partirais aussi là-dessus. Alors, grande favorite, non, mais elle est capable de tellement d'étincelles que ça peut claquer un gros résultat. Et puis, ma dernière question, c'est l'interro surprise de cette fin de podcast. Donnez-moi chacun une surprise chez les hommes et une surprise chez les femmes. Alors, chez les femmes, on va prendre des risques un peu parce que c'est quand même un petit peu le but de la manœuvre. Chez les femmes, je crois en une grosse performance de Brizzy Johnson, qui est revenu après blessure et qui, faut pas l'oublier, il y a 2 ans de ça, était perçue comme la principale rivale de Sofia Goggia sur les épreuves de vitesse, avec plusieurs podiums en Coupe du Monde. Donc, qui est revenu à un niveau décent et qui, sur un seul coup, je pense, peut largement venir chatouiller les meilleurs, je pense, sur les disciplines de vitesse, et en particulier sur la descente. Et puis je vais dire, vive les USA, parce que je vais dire exactement la même chose chez les hommes. Je vais parler de Ryan Cockcraft-Ziegel, qui a signé un podium cette saison, qui est quand même quelqu'un d'irrégulier, on va pas se mentir, hein. Mais qui, sur la descente, moi, c'est bien sûr la descente est considérée toujours comme l'épreuve reine. Sur les mondiaux de ski alpin, donc, je pense que sur une course, c'est l'épreuve où on le voit le plus de surprises aux mondiaux. On l'a vu avec la victoire de James Crawford en 2023. Il y a peut-être moyen d'un petit podium pour Ryan Cochran-Ziegel. Et moi, alors, en surprise, chez les dames, je vais dire Lorraine Makuga. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Bon, elle a eu une victoire, donc c'est moins une prise de risque
C'est moins une prise de risque, mais quand même, je la vois bien. Et puis, chez les hommes, allez, on va être un peu chauvin sur le géant. Je vois bien Thibaut Favreau qui vient de claquer sa meilleure perf hier avec une 8e place sur le géant. Et parce que j'ai envie un peu de revoir de belles choses en géant tricolore, parce que ça fait un peu mal aussi. Ah, ça me fait plaisir que tu dises Thibaut Favreau parce qu'on est passé un petit peu vite sur le géant et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Euh, j'avoue que je serais impatient de le voir aussi. Il a claqué, tu l'as dit, un beau résultat là, donc c'est un bel outsider à surveiller. Maintenant, moi, mes surprises, alors j'ai noté hein, dans vos propositions, il y a 3 Américains ou Américaines. Moi, je vais recentrer un petit peu sur l'Europe. J'ai pris le pari de prendre des Autrichiens. Je me suis dit à domicile, pourquoi pas? Et j'ai cité Emmetsberger chez les hommes et puis chez les femmes, Julia Scheib en géant. Je me dis qu'elle fait une belle saison et pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà mes 2 paris. Bon, c'est pas quelque chose enfin, c'est entendable tout à fait comme Paris, hein. Je veux dire, Julia Scheib notamment, on connaît le potentiel on connaît l'énorme potentiel de la skieuse, qui a pas encore totalement réussi à se matérialiser. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi, euh, disons que j'ai pris plus de risques que vous. Voilà. Ouais, c'est sûr. Après, j'aurais pu te dire Caitlin McFarlane, hein, mais là, c'est la cote à 1000. Enfin bon, bref. On arrive au terme de notre numéro. Bon, c'était un plaisir de repartir pour un tour avec une team de champions comme d'hab. Merci à vous les gars. On espère que nos bleus sauront se surpasser durant ces mondiaux. Et puis, en tout cas, on essaiera de vous les faire vivre du mieux possible, à la fois sur Dico du Sport que sur les réseaux de Dico du Sport. Et puis sur nos réseaux aussi. D'ici là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode qui sera dédié cette fois-ci à la présentation des mondiaux de biathlon. Et là, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, restez dans le coin et à très vite.